Bonjour à tous. Donc moi je suis Véronique Buteau, je travaille pour le magazine Les 4 saisons qui est édité par Terre Vivante, que vous connaissez peut-être, le centre d'écologie qui est situé à Mins dans le Trièves. Et donc nous éditons un magazine, hop, qui est là, et puis des livres dont l'auteur de ce livre est présent aujourd'hui ici pour vous présenter son livre et surtout un contenu qui va vous permettre de voir les choses un peu différemment dans votre jardin. Donc Gilles Leblay, ornithologue, photographe, consultant, journaliste, naturaliste. Donc il a écrit plusieurs livres chez nous, donc celui-ci c'est le dernier. Il est spécialisé dans l'aménagement du jardin pour accueillir la faune. Il anime de nombreuses conférences et il organise aussi des stages. Et donc là, il s'est intéressé aux arbres morts, aux vieilles souches. Vous savez, quand on nettoie le jardin, des fois on fait du broyat, puis parfois on a un tas de branches, on a envie de le laisser parce qu'on se dit c'est bien pour accueillir les petites bêtes, mais en même temps on trouve ça pas forcément joli. On a des fois les voisins, les copains qui passent qui disent ouais c'est quand même pas très beau tes trucs qui traînent là. Donc Gilles s'est beaucoup intéressé à ça depuis longtemps et là il va vous présenter comment on peut faire ça de manière jolie, intéressante et surtout que ça attire toute une faune dont on a largement besoin. Et voilà, ce sont des trésors qu'il faut valoriser et préserver. Et donc il va nous donner des solutions. Bon, je te laisse la parole, Gilles. Donc il va nous présenter tout un ensemble de solutions. Si vous avez des questions en fil, n'hésitez pas à lever la main. Et sinon, on a de toute façon prévu un temps de questions-réponses à la fin pour qu'il puisse vous éclairer. Et à la fin, il présentera également son livre, sans doute devant le stand Terre Vivante, qui est juste à la sortie. Eh bien, bonne conférence, Gilles. Merci. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à l'Albinque et puis bienvenue dans le monde du bois mort, branchage et bois mort. Un monde étonnant qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier et qui est pourtant indispensable pour équilibrer, on va dire, un juste milieu dans la nature. Et si on respecte ça à l'image de la nature jusque dans son jardin, on peut avoir une richesse étonnante. Alors, des vieux arbres au branchage et tas de bois, puisque tout ce qui tombe de l'arbre revient à l'arbre, en fait. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et au pas de sa porte, on peut donc mettre des choses en place intéressantes. Alors moi, je me suis intéressé au sujet depuis, ça fait plus de 40 ans en fait, que je travaille sur ce sujet-là, mais en mettant ce que j'ai appelé des fondamentaux mis bout à bout. Et le bois mort, bien évidemment, en fait partie. Mais dans ce bois mort, j'ai séparé, enfin ils sont liés, mais mis bout à bout, ça fait plusieurs choses. C'est donc des vieux arbres, qu'ils soient sénescents ou morts, qui vont se transposer en vieilles branches, donc ce bois mort qui tombe, mais tout ce qui va être également le branchage, donc toutes les tailles qu'on peut faire dans un jardin, qui vont avoir leur intérêt également, et également tout ce qu'on va laisser en place en vieilles souches, en arbres, qu'ils soient couchés ou debout. Eh bien malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le voit, il faut le garder jusqu'au pas de sa porte, puisque ça va être d'une utilité fondamentale. Alors, ce bois mort, je cherche mon... Ça y est, je suis perdu, voilà. Hop. Ce bois mort, donc, ça va commencer avec ces vieux arbres. Donc là, vous avez un vieux saule, ça c'est dans mon jardin paradis. C'est un vieux saule marceau qui est colonisé par une glycine et une bignonne. On voit des haies au fond, puisque... Pour rejoindre ce que je dis par rapport au bois mort, il faut s'imaginer que plus le jardin sera arboré, plus il sera riche de biodiversité. Donc le meilleur moyen, c'est de compléter les arbres existants qu'il peut y avoir déjà sur un terrain existant, qu'ils soient morts ou pas, arbres et arbustes, et on va les compléter notamment par des bosquets et par des haies, diversifiées, libres et sauvages. Donc c'est ça l'intérêt. Donc un vieil arbre comme ça, forcément, il va avoir son intérêt. Au fil du temps, au fil des années, il va vieillir, il va compléter son ossature, etc. Donc une foule d'animaux vont graviter autour, puisqu'au minimum, dans un arbre, c'est plus de 100 espèces animales qui vont graviter.
de son pied jusqu'à son cimier. Tous les animaux possibles, hein, que ce soit des oiseaux, des mammifères, des insectes, des araignées, et c'est vaste. Et bien sûr, là-dessus aussi va s'ajouter un certain végétal aussi qui va venir compléter aussi ces arbres. Donc ça va avoir son intérêt à ce niveau-là. Alors ces vieux arbres peuvent être colonisés par le lierre. Le lierre a son importance aussi, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais il faut voir ces arbres comme une richesse. C'est comme si c'était les ancêtres d'un lieu dans lequel vous vous trouvez. Donc malheureusement aujourd'hui, quand on arrive sur un terrain, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des gens commencent à couper. Je le vois avec des voisins autour de chez moi, etc. Alors qu'en fait, je dis souvent, il ne faut rien faire. En fait, pendant un an, ce qu'on oublie la plupart du temps de faire, c'est de regarder, d'observer et de s'émerveiller. Et pendant cette année qu'on va s'accorder avant d'installer quoi que ce soit dans le jardin, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des échanges entre végétal et animal, et vice-versa. Et à partir de là, on peut commencer à créer et mettre des choses en place dans son jardin pour attirer cette riche biodiversité. Entre autres, avec le bois mort, les vieux arbres, les haies, les bosquets, et bien d'autres choses. Donc forcément, dans ces vieux arbres, il va y avoir des cavités. Plus l'arbre va vieillir, plus il va y avoir des cavités. Dans un jardin, quand on commence, il n'y a pas spécialement des cavités. Donc on va mettre en place des substituts. Entre autres, les nichoirs pour les oiseaux. Donc c'est une petite parenthèse, vous allez comprendre après l'intérêt de ça. Si vous créez une haie de biodiversité dans votre jardin, qui était le sujet du livre que j'ai écrit avant celui-ci, eh bien, pour peaufiner d'ancienneté l'ossature de cette haie naissante, vous mettez quelques piquets à l'intérieur de cette haie sur lequel vous allez mettre, par exemple, des nichoirs avec des trous d'ouverture différentes suivant les espèces. Donc les oiseaux, entre autres, pas que, parce que des mammifères peuvent venir dans les nichoirs, certains insectes comme les bourdons aussi, vont déjà comprendre qu'à cet endroit, la haie va prendre son ossature et il y aura déjà des cavités. Donc, vous amorcez en fait quelque chose qui va se continuer avec la vieillesse de la haie que vous avez. Donc, pour un arbre mort, c'est la même chose. Donc, bien évidemment, dans ces cavités, cette faune, d'où l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure, de ne pas couper quand on arrive sur un endroit. S'il y a un vieil arbre, c'est l'ancêtre du lieu. On le respecte, il y a déjà des connexions avec le mycélium des champignons, etc., et avec la faune qui est présente. Donc on va respecter ça. Et donc à partir de là, on va voir des choses dans ces cavités qui existent, comme les chauves-souris. Alors ici, c'est une noctule de Leisler, mais il peut y avoir également de l'oreillard brun ou de la pipistrelle commune. Mais tous ces animaux ont besoin de vieilles cavités d'arbres, en ce qui concerne ces chauves-souris, pour pouvoir se reproduire ou pouvoir passer une partie de la saison froide pour certaines espèces. Donc tout l'intérêt de ces vieux arbres morts. La chevêche d'Athéna également, elle aura besoin de ces arbres morts pour pouvoir se reproduire. La hulotte, la chouette hulotte également. La martre, si on n'est pas loin de milieux forestiers, la martre également aura besoin de cavités, notamment pour passer l'hiver. Le loir, là on le voit en train de préparer son nid d'hiver, et donc il va s'endormir et y passer la saison froide. Donc bien évidemment, si on commence à comprendre l'intérêt de toutes ces cavités, on s'imagine que si on plante intelligemment dans son jardin, même si le jardin est petit, parce que j'insiste là-dessus, ce n'est pas l'immensité qui va créer la qualité. Alors l'écureuil, forcément, les cavités d'arbres lui également, puisque non seulement il s'en sert de chambre à coucher pendant l'hiver, alors ce n'est pas le cas des certains... Suivant les années, il peut très bien construire un nid, mais s'il trouve un tronc d'arbre qui lui convient, il peut donc élever ses jeunes au printemps, mais également y passer l'hiver. Des oiseaux comme la citelle torche-peau, les vieux arbres, elle adore ça. C'est le seul oiseau d'Europe à descendre la tête en bas.
des arbres. Donc elle a besoin de ces vieux arbres, notamment pour se servir de l'écorce, pour coincer par exemple une noisette comme on voit sur l'image, et ainsi pouvoir en extraire l'amande. Donc elle la coince et elle en fait une enclume en fait. Le grimpero des jardins, lui pareil. Lui il a besoin d'arbres crevassés pour pouvoir se faufiler, comme il a un bec particulièrement adapté pour chercher sous l'écorce des arbres et dans les arbres pourrissants certains insectes dont il se nourrit. Donc une simple cavité ou une souche, comme on voit sur l'image ici, avec l'arbre qui a vieilli, même bien vieilli puisqu'il est mort, mais qui continue à faire sa vie avec une cavité d'arbre. Dans cette cavité, forcément, dans un jardin, parmi les auxiliaires les plus précieux chez les oiseaux, c'est les mésanges. Donc les mésanges, avec ce genre de cavité, elles vont automatiquement venir se reproduire. Alors ce qui est intéressant de noter à ce niveau-là, c'est que les cavités chez ce type d'oiseaux, donc tous les oiseaux qu'on appelle cavicoles, qui ont besoin de l'obscurité pour nicher, hein, c'est le cas des mésanges, non seulement ça leur sert de lieu de reproduction, donc pour construire leur nid et élever les petits au printemps, hein, sachant que de toute façon, une mésange, ça va de 2 à 3 nichés dans l'année, pour le même couple, si l'année est propice, et à chaque fois, elle change de cavité. C'est-à-dire s'il y a 3 nichés pour la mésange charbonnière, comme on voit sur la photo, eh bien en fait, une première fois, elle va nicher dans une cavité en début de printemps. S'il y a une deuxième nidification, ce sera dans une autre cavité, et une troisième encore dans une autre. Ce ne sera jamais dans la même. Par contre, le printemps suivant, elle est capable de revenir dans une des 3 cavités qu'elle a choisies pour nicher. Mais il y aura à chaque fois un changement au sein de la même année. Donc ça, il faut le savoir parce que ça nous fait voir ces cavités autrement, en fait. Donc ça, c'est pour nicher. Mais ce qu'il faut savoir que pour les mésanges, par exemple, ça va leur servir de chambre à coucher l'hiver. Il y aura toujours une seule mésange dans une cavité en hiver pour y passer la nuit. Et elle gonfle son plumage comme un édredon. Donc l'intérêt de garder ces cavités est bien là. Et elle peut également en hiver servir de dortoir. Et c'est le cas du troglodyte mignon, que beaucoup appellent le roitelet, mais ce n'est pas un roitelet. Et ce troglodyte mignon, lui, eh bien, il s'en servira comme dortoir. Un matin de janvier, il y a quelques années en arrière, dans un des nichoirs de mon jardin, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 troglodytes sortir du même nichoir. Donc tous les troglodytes du hameau où j'habite, hein, tous ceux qui gravitaient autour, avaient passé la nuit d'hiver dans ce nichoir. Donc c'est un substitut, d'où l'intérêt de garder ces vieux arbres. Le torcol fourmilier, lui, même chose. Hein. J'ai fait l'expérience, j'ai attendu 25 ans avant de le voir nicher dans un nichoir dans mon jardin. Et donc à partir de là, j'ai placé, dès la première année où il a niché, j'ai placé ce qu'on appelle des nichoirs bûches creuses, donc comme un vieil arbre. Dans un vieil arbre, le vieux saule que vous avez vu au départ était le point de départ d'une de mes études sur le sujet. Et donc, j'ai placé ça. L'année, donc c'était en 2009, en 2008, pardon. En 2008, le torcol est venu nicher dans un nichoir simple. En 2009, j'ai placé à 3 mètres à côté un nichoir bûche. Et en 2009, sans hésiter, il a laissé à une mésange charbonnière le nichoir et lui a niché dans la cavité d'arbre. Donc ça veut dire que le manque de cavité d'arbre aujourd'hui est d'une importance fondamentale, c'est depuis plusieurs dizaines d'années, mais c'est encore plus fort aujourd'hui. Donc on a les moyens dans notre jardin de conserver ces vieux arbres et ne pas les abattre ou quoi que ce soit. S'il y a une branche qui peut déranger, on la coupe, mais on le laisse sur pied et on le laisse faire sa vie. Le lierre a son importance, c'est pour ça que j'y reviens, je vous l'avais dit tout à l'heure, a son importance. Parce que le lierre n'est pas une plante parasite, c'est une plante qui en fait sert de canne. Elle accompagne l'arbre au fur et à mesure du temps. Sur une branche, une petite branche, ça peut lui faire casser la branche. Mais autrement, ça va lui servir comme une ossature. C'est comme si vous preniez quelque chose qui va le... Donc si vous avez par exemple, 3 pieds de lierre qui montent autour d'un arbre, vous pouvez en couper un et en laisser 2. Mais sachez que ça va faire, dans le temps, durer l'arbre encore plus longtemps.
Donc le voilà le le nichoir bûche-creuse dans lequel le torcol était venu nicher. Donc une cavité, elle va être fort visitée. Pourquoi elle va être fort visitée, cette cavité? Alors ce qui est étonnant, là on voit un troglodyte mignon, hein, donc c'est un traîne-buisson, comme le rouge-gorge et la senteur mouchet, en fait. C'est un traîne-buisson, donc ils sont plutôt sur la strate basse, des parties boisées, notamment dans une haie, dans un jardin. Mais même pour ces oiseaux, le troglodyte, oui, il peut nicher dans une cavité. Le rouge-gorge, non. La senteur mouchet, non plus. Et ce que je me suis aperçu en observant mon jardin au fil du temps, c'est que ces cavités attirent les oiseaux. Alors pas que les oiseaux. Là, on parle d'oiseaux, ça attire également des insectes, des mammifères, etc. Vous allez le voir d'ailleurs sur la photo. Mais une simple cavité, en la suivant pendant plusieurs semaines, je me suis aperçu que, et j'aurais pu rajouter des tonnes d'autres photos, elles sont visitées même par des oiseaux qui n'ont pas besoin de l'obscurité pour nicher, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur nid à l'air libre, dans un arbre, entre des branches ou des choses comme ça. Même ces cavités vont les attirer, parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de ces cavités, il peut y avoir des choses à manger et peut-être un endroit pour s'abriter pendant l'hiver. Et ça a été le cas, notamment, j'ai pu constater à senteur mouchet et rouge-gorge, s'abriter pendant des périodes de neige, être à l'entrée, puis regarder la neige qui tombe, mais être à l'abri à l'intérieur. Donc ces cavités vont encore plus loin dans l'intérêt pour cette biodiversité. Donc là, vous allez voir la même cavité, moineau domestique, citel torche-peau, rouge-gorge, mulot à collier. À nouveau le mulot à collier, mais ça c'est une image faite de l'intérieur. Donc cette même cavité, elle peut être visitée par différents oiseaux. D'où on voit cette richesse. De tout à l'heure, plus de 100 animaux peuvent graviter autour d'un arbre. Donc chaque arbre que vous allez planter, qui va vieillir, qui sera un trésor pour les générations futures, en fait, eh bien cet arbre va gagner en ossature et en habitants, riche de biodiversité au fil des ans, des années et des décennies. La chouette-hulotte, elle, un vieil arbre, elle en a besoin, on l'a vu tout à l'heure, pour nicher. Mais elle va s'en servir également, si l'arbre est vraiment un peu mort, comme j'en ai eu un ou deux sur mon jardin, eh bien, elle va s'en servir de gîte de journée, en fait. Hein, c'est là qu'elle va s'abriter. Ça peut être avec des arbres envahis par le lierre, la plupart du temps, et elle va y passer la journée. Ce qu'on appelle un reposoir diurne. Le mulot à collier qu'on a vu tout à l'heure, l'intérêt de ce petit mulot, c'est que par rapport à son cousin le mulot sylvestre, c'est un bien meilleur grimpeur. Donc il est capable d'utiliser un vieil arbre, comme un arbre dans une haie, d'accord, du sol jusqu'au cimier de l'arbre. Il est capable de monter jusqu'en haut pour trouver sa nourriture, chasser des insectes notamment, ou grappiller certaines baies dans un érable par exemple, donc les samarres d'un érable. Le piquet-pêche, lui, le piquet-pêche a besoin de bois mort, puisque lui, il va chasser les insectes. Non seulement il a besoin du bois pour chasser les insectes qui sont sous l'écorce, qu'on appelle les insectes xylophages. Hein. Non seulement il a besoin de ça, mais en plus, il va donc forer l'arbre, si l'arbre commence à être ancien, pour construire son nid. Mais l'intérêt est que cette cavité qui va creuser lui, il n'y a que les pics qui peuvent faire ça. Il y a une mésange aussi, mais n'empêche, il y a les pics. Et ces pics, en fait, au fur et à mesure du temps, eux nichent en premier. Derrière le pic, ce sera une mésange qui viendra, peut-être le torcol, ensuite une huppe faciée, peut-être une chouette chevêche, peut-être une chouette hulotte après. Donc au fil du temps et des années, cette cavité sera toujours occupée. Donc on voit sur cette image, j'ai choisi cette photo, qui fait l'inverse du dernier livre, parce que vous voyez le pic sur une vieille branche sur un tronc mort, d'accord, mais on voit les galeries des insectes xylophages, et donc il vient se nourrir de ces insectes dans ce bois mort. Donc la cavité va lui servir de nicher. Là on voit le mâle et la femelle qui est en dessous et le mâle qui s'envole, ce qui permet d'avoir un échange de partenaires au moment du nourrissage des jeunes. Alors là, ce piquet-pêche, eh bien, il amène, entre autres, c'est un oisillon qu'il a dans le bec et qu'il amène
assez jeune, parce que le pic-et-pêche, il est d'un intérêt, mais il équilibre aussi toutes les petites espèces très prolifiques chez les oiseaux. Il est capable de percer un nichoir pour prendre des jeunes à l'intérieur. D'où l'intérêt de certains nichoirs, comme les nichoirs à balcon, puisqu'il ne pourra pas se saisir des oiseaux de la même manière. Mais il y a un juste équilibre, et c'est la loi de la nature, il faut la laisser. Le pivert, pareil, vieille cavité d'arbre, indispensable, il va creuser, et ça servira à d'autres par la suite. Donc au jardin, lui, par rapport aux autres pics, il a besoin du bois mort, mais tout ce qui va être pelouse et prairie va l'intéresser, parce qu'il va y trouver des fourmis. Comme le torcol fourmilier, qui porte bien son nom, le pivert est, lui, un chasseur de fourmis avant tout. Donc il va se servir notamment dans un jardin des fourmis jaunes et des fourmis noires des jardins qu'il va trouver au sol, et avec son bec, il perfore, et avec sa langue répréhensible qui remonte au-dessus du crâne, en fait, il la projette à l'intérieur, et il englue les fourmis pour pouvoir s'en nourrir. Donc l'intérêt de ce bois mort et de ces vieilles souches, puisqu'un arbre en vieillissant, il va peut-être tomber, mais il va encore y avoir la vieille souche, et cette vieille souche, elle va avoir son intérêt. D'où l'intérêt de les garder jusque dans notre jardin. Donc moi, quand des fois je trouve une vieille souche ou des gens qui ne veulent plus s'en servir de cette vieille souche dans le jardin, je préfère la mettre dans le mien. Je dis, vous en voulez pas, je la mets dans le mien, de toute façon elle va servir. C'est toujours mieux de la laisser sur place, mais plutôt qu'elle parte à la déchetterie, c'est un peu dommage. Donc gardez vos vieilles souches autour et dans votre jardin. Là, on voit donc une maison charbonnière et un pic-et-pêche. Même dans un jardin, le pic noir est un oiseau assez forêt montagnarde, mais pas que. Parce que moi, je l'observais en Loire-Atlantique, mon pays d'origine, au début également, notamment dans les pineraies, où il y avait des pins, dans les grandes forêts de l'Ouest. Mais de toute façon, ce pic est capable de venir dans un jardin, et notamment en hiver. Et ce qui l'intéressera, ce sera les vieilles souches. Et lui, contrairement à autre chose, ce sera les vieilles souches qui seront couchées ou mortes sur pied, en fait, parce qu'il va y trouver des fourmis charpentières à l'intérieur, une de la base de sa nourriture. Donc même dans un jardin, il est capable de venir. Aujourd'hui, on l'observe fréquemment dans certains jardins, venant sur ces vieux arbres morts. Donc il va se nourrir de fourmis. Alors ça, ce n'est pas des charpentières. C'est de la fourmi des bois, une espèce de fourmi des bois. Mais souvent, au pied de ces vieilles souches, il va y avoir des colonies de fourmis. Et ces colonies de fourmis, wow, vous allez me dire, dans un jardin. Ah oui, mais elles sont à la base de chaînes alimentaires. Le côté proie-prédateur est très important. Donc, c'est remettre en place dans le jardin ces chaînes alimentaires. Et le bois mort y est pour beaucoup. Tout le monde entend parler de permaculture. Le principe de départ de la permaculture, c'est le bois mort. Donc cette richesse, il faut la garder à l'esprit. Donc dans ce bois mort, il va y avoir aussi certains insectes. J'ai parlé d'insectes xylophages tout à l'heure. Il va y avoir aussi chez les insectes coléoptères, chez certains coléoptères, comme le lucane cerf-volant, le clite bélier, la petite biche, tous ces espèces de coléoptères, en fait, vont avoir besoin du bois mort pour se reproduire. Et donc, les femelles vont pondre des larves dans ce bois mort. Ces larves ressemblent à celles du hanneton, sauf que le hanneton, lui, c'est dans l'herbe. Alors que ces autres coléoptères, ce sera dans le bois mort. Donc, les lucanes cerfs-volants, entre autres, au mois de juin, on les voit apparaître. Jusqu'en juillet, c'est la période des amours, reproduction et tout. Il y a des combats entre mâles, comme on voit ici. Mais ils ont besoin toujours de bois mort pour pouvoir se reproduire. La petite biche, elle ressemble au lucane cerf-volant, mais on voit bien que les mandibules à l'avant n'ont rien à voir. À droite, le plus gros, c'est le mâle, et c'est la femelle sur la gauche. Donc, tous ces animaux vont avoir leur intérêt. D'accord ? J'ai vu ces animaux, ces insectes dans le bois mort, sur des jardins qui faisaient pas plus de 200 mètres carrés. Parce qu'il y avait des vieilles souches.
D'où l'intérêt, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un grand jardin. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin plus grand, mais je fais une étude sur une parcelle de 40 mètres carrés sur mon jardin, qui est un résumé, en fait, des 5000 mètres carrés. Et j'ai la même chose. Et je sais que ça marche. Toutes les photos que vous voyez là ont été faites dans mon jardin, sauf 5 ou 6 qui ont été faites dans mon ancien jardin, mais c'était la même chose. Voilà. Donc ce bois mort va attirer d'autres coléoptères. Là, vous avez un plagionaute. Alors ces insectes, en fait, sur votre gauche, c'est un plagionaute. Ils ont la particularité d'imiter un peu la livrée des guêpes, des hyménoptères, donc des insectes piquants. Et ça leur permet de pouvoir, quand un oiseau ne connaît pas, et il voit ça, il pense tout de suite à un hyménoptère. Et donc ça lui laisse 1 ou 2 secondes à cet insecte pour pouvoir se planquer. C'est un mimétisme de protection, en fait. À côté, vous avez une chrysalide d'un papillon nocturne, en l'occurrence un bombix, et donc qui était derrière une écorce, d'accord ? Une écorce qui s'exfoliait. Chez les papillons, il y a 3 stades d'hivernage. Un stade qui est le stade adulte, en fait, un papillon qui va passer l'hiver, qui va se protéger pendant l'hiver. Souvent, ils rentrent dans les maisons, d'ailleurs, ou dans les cabanons de jardin. Et au printemps, ils vont sortir pour se reproduire et ils meurent. L'autre stade, c'est un stade larvaire, donc ce sera dans le sol la plupart du temps. Un stade larvaire, ça devient une chenille et ensuite, ils deviennent un adulte pour se reproduire et ils meurent. Et l'autre stade, ça va être en larve sous forme de chrysalide, mais caché sous les écorces des arbres ou dans du bois mort. Alors ça, c'est le clit de bélier. Vous avez vu le plagionaute avant, le clit de bélier, un autre coléoptère qui a également besoin du bois mort pour se reproduire. Certaines espèces d'arbres vont accueillir d'autres espèces, comme les capricornes, notamment. Et elle fait partie du genre du capricorne, c'est l'aromie musquée. Et elle a besoin, entre autres, et on peut la trouver assez souvent dans les jardins, elle a besoin de saule. D'où le vieux saule marceau tout à l'heure. Mais toutes les espèces de saule lui conviennent. Donc elle va forer, généralement, elle va forer ce bois qui commence à être sénescent, elle va y faire une cavité, galerie, elle va pondre, et le cycle va être reproduit au fur et à mesure comme ça. Tout ce bois mort, bien évidemment, va être colonisé par du végétal, mais également des champignons qui ne sont pas végétales. C'est comme les mousses et les lichens, c'est un petit peu différent. Et donc, ce bois mort va avoir également cet intérêt-là. Et je pousse plus loin le bouchon, c'est ce que j'aborde rapidement dans mon dernier livre. Au jardin, on ne sait pas où on va, mais ça peut être, ce bois mort, une manière de cultiver des champignons. Je pense à l'oreille de Judas. Je pense à la pleurote en huître. Si vous avez du bois mort, vous pouvez avoir ces champignons sur du bois mort dans votre jardin. Et ils sont comestibles. C'est une petite parenthèse, mais qui n'est pas négligeable. Coprins, certaines formes de coprins peuvent également être dans les vieux arbres. Alors, chez les reptiles, reptiles et lézards, enfin, les deux sont des reptiles, mais on va dire, il y en a certains, c'est des serpents, l'autre, les lézards. Celui-ci, c'est l'orvet. L'orvet, lui, il affectionne tout particulièrement le bois mort et les vieilles souches, notamment au pied des vieilles souches. On peut le trouver assez régulièrement. Et il a besoin donc de ce bois mort parce qu'il y trouve un compromis entre un peu chaud, un peu frais, et ce qui lui convient parfaitement. Crapaud. Le crapaud, vous soulevez une souche, vous pouvez très bien l'avoir dessous. Et entre autres, il suffit de bouger quelque chose au printemps. Donc généralement, quand je trouve ça, je remets en place, je laisse tranquille, ça veut dire que ça fonctionne. Au printemps, j'ai vu notamment en soulevant une souche, j'avais entre autres des tritons. Parce que pour tout ce qui va être amphibien, que ce soit les anours, ceux qui n'ont pas de queue, comme les crapauds et les grenouilles, ou les urodèles avec queue, comme la salamandre ou le triton, eh bien eux, ils vont avoir besoin de ce bois mort pour passer l'hiver. Donc, si je pousse plus loin, l'intérêt de créer une mare naturelle dans son jardin, on leur permet de se reproduire,
si on aménage bien les borges ou à des endroits, on laisse des vieilles souches et des tas de bois, du vieux bois couché, un arbre mort, vous permettrez à certains amphibiens non seulement de venir se reproduire dans votre jardin, mais pas spécialement d'aller plus loin, de rester également hivernés parce qu'ils y trouveront dans votre jardin gîte et couvert. Le blaireau, je le signale parce que je suis un des rares dans le hameau à laisser des entrées dans mon grillage qui était d'origine, j'aurais mis autre chose, mais pour qu'il passe en fait. Et plein de gens ne l'aiment pas parce qu'il fait des trous, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est un gros mangeur, entre autres, de larves blanches. On a parlé de larves blanches tout à l'heure dans le bois mort, notamment les lucanes, les clites, la petite biche et tout. Alors il est capable d'en manger, mais ce qui l'intéresse surtout, lui, c'est tout ce qu'il va y avoir aux abords de ces souches, et notamment dans les pelouses et prairies, parce qu'il va y déterrer, entre autres, les larves de hanneton. Donc il va réguler, entre autres, les larves de hanneton. Mais le bois mort l'intéresse également, puisqu'il vient fouiller. Donc si on prend une vieille souche, ce que je vous disais tout à l'heure, du sol avec l'orvet, ou un peu plus haut avec le piquet-pêche qui creuse ses cavités, qui ensuite serviront de site de nidification aux mésanges charbonnières, et plus tard de cavités par exemple pour les chauves-souris, ou de gîte pour un loir ou une chouette hulotte, on comprend que ces arbres qui sont sénescents ou morts ont un intérêt fondamental. Et aujourd'hui, je dirais, c'est à nous, jusque dans nos jardins, de les conserver, de les préserver, puisque de toute façon, ils sont d'une richesse qui dépasse même l'imagination. Donc ces arbres, ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui vient de l'arbre retourne à l'arbre. Donc quand les feuilles vont tomber, quand la saison de l'hiver s'amorce, eh ben ce bois mort, alors ça c'est dans le jardin, vous pouvez voir du bois mort, j'en ai de partout sous tous les stades. Arbres morts, branchages, tas de bois de chauffage, il y en a de partout. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir entre autres 4 espèces différentes de carabes. Les carabes sont des coléoptères qui rampent, d'accord, et qui passent l'hiver, entre autres, dans les tas de bois. La première chose qu'ils font au printemps quand ils se réveillent, ils ont faim. Et ils s'attaquent, devinez à quoi? Aux œufs et aux larves de limaces et d'escargots. D'où l'intérêt encore d'empiler le bois mort juste dans son jardin. Donc les branchages et tas de bois vont avoir leur intérêt également un peu partout dans le jardin. Si vous avez un petit jardin, vous faites des petits tas de bois plus petits. Hein? Si vous voulez en faire qu'un, parce que malheureusement on dit des fois souvent « Ah, c'est pas propre, ah, j'aime pas ce mot-là ». C'est ce qu'on me dit quand on vient faire une visite de mon jardin. Oui, mais en fait, on peut y faire plein de choses avec le bois mort. Et donc des choses qui peuvent même être esthétiques et qui auront un rôle pour la biodiversité et qui sera également bénéfique pour nous, notamment pour les cultures au potager. Donc ce bois mort peut être, si on l'empile, et notamment tout ce qu'on taille, hein, l'idéal c'est de faire quelque chose sur 1,20 m de large sur 1 mètre de hauteur. Il va y avoir différentes couches, en fait, avec une hygrométrie et une chaleur différentes. Donc, ils vont satisfaire une foule d'espèces. Bon, j'en ai pas parlé encore, le hérisson, par exemple. Le hérisson, lui, il peut passer l'hiver. Tous mes tas de bois, ça faisait 4-5 ans que je ne voyais plus de hérissons, et même pas les indices de présence. Alors, le hérisson, il se balade beaucoup. C'est pas simple à voir. On en parle beaucoup, mais pour l'observer, c'est une autre paire de manches. Mais en empilant du bois mort, cette année, avec la canicule, j'ai à nouveau revu des crottes de hérissons dans mon jardin. Et tous mes tas de bois n'y sont pas innocents. Parce que grâce à ces tas de bois, il a pu, entre autres, s'abriter et réguler avec une température qui lui convient. Donc, ces différents endroits dans le jardin, et ça vous donne des idées pour le bois mort. Même ce bois de chauffage empilé va avoir son intérêt. Au moment où vous empilez le bois mort, ça va bientôt venir, la bûche pour chauffer, etc., eh bien, vous pouvez très bien y glisser un gîte à hérissons.
L'idéal, il faut qu'il soit orienté soit à l'est, soit au sud, en ce qui concerne le hérisson. Mais de toute façon, ça peut l'aider à venir se reproduire. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur l'image, là, vous avez un petit mulot. Tout ce qui est petit mulot et petit campagnol, notamment le campagnol roussâtre, adore ces tas de bois, adore le bois mort, mais adore entre autres les tas de bois pour pouvoir faire des caches. Et en fait, ils se font des salles à manger. Et on trouve souvent, quand on enlève une bûche, plein de petites noisettes rongées ou des noix, etc. Ceux qui font ça, en fait, c'est soit le mulot à collier, soit le mulot sylvestre, ou encore le campagnol roussâtre. Donc le hérisson, lui, il va farfouiller un peu partout. Il a un territoire très vaste. Il peut faire des kilomètres dans la nuit. Et il peut être dans un jardin régulier, alors que dans d'autres à côté, on le verra qu'épisodiquement. Il a besoin d'un territoire pour pouvoir, on va dire, faire sa vie tranquillement, etc. Donc si on bouche forcément toutes les entrées, il va avoir du mal à passer. Donc il faut y penser aussi. Mais un tas de bois, au contraire, qui fait une bordure avec la route ou les voisins, etc., il va avoir son intérêt. Et au fond de ce tas de bois, ça peut même aller... j'ai même vu des nids de hérissons au début dans le début d'un compost. Puisqu'au début d'un compost, si on veut bien le réussir, on va empiler du bois mort au fond. D'accord ? Puis après, on y rajoute matière sèche, matière humide, etc. Eh bien, cette couche, en fait, va lui convenir et il peut même y élever ses jeunes. Alors voilà une haie. Une haie au départ, aujourd'hui, elle est beaucoup plus haute. Donc après avoir attendu mon année d'observation, voir où c'est que je pouvais compléter ce jardin et tout, voilà la haie, on est en 2011. D'accord ? On est en 2011. Vous voyez, j'ai créé ce qu'on appelle un corridor biologique entre ma haie et le voisin. Et tout ce que j'enlève du jardin, je crée ce que vous avez à droite, un empilage de tout ce que je peux décaisser, que j'en ai pas besoin. En fait, j'en ai besoin, mais je les mets à un autre endroit. Notamment quand j'ai fait mes mares naturelles, j'ai récupéré des mottes, et ces mottes, je les mettais comme ça. Et vous allez voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Il y a la haie qui est à gauche, et cet empilage, je continue à mettre du bois mort par-dessus cette terre que j'avais mis, et au fur et à mesure. Donc toutes mes tailles, tout ce que je coupe, je ne vais jamais à la déchetterie. Quand j'y vais, c'est pour récupérer des choses. Et donc, en fait, ça me permet, et je fais des fois des actions, des bonnes actions dans la déchetterie. Parce que je vois des gens qui jettent des pierres, par exemple, ou qui jettent des souches. Et je leur explique, et ils disent, mais vous pouvez l'emmener, on n'en veut pas. Et parfois, j'ai quelqu'un qui revient et qui me dit, écoutez, on a réfléchi, on va peut-être les garder. Eh bien, vous les reprenez de mon coffre, et vous les ramenez chez vous. Donc, il faut comprendre l'intérêt de tout ça, en fait. Donc, en empilant ce bois mort, là, je mets mon jardin sous haute protection. Je vous ai parlé des carabes tout à l'heure, un gros mangeur de larves et d'œufs, de limaces et d'escargots, entre autres, mais il y en a d'autres. Grâce à ça, le troglodyte, le lézard vert, le hérisson, les musaraignes, les petites cousines du hérisson vont venir se reproduire et vont s'abriter dans tout ça. Donc là, vous avez une manière, c'est ce que j'appelle mes buts de branchage. Ça. D'accord ? Alors j'ai poussé plus loin mon travail avec ces buts de branchage, là on les voit un peu plus près. Donc ça fait des limites, tout mon jardin est quasiment ceinturé de ce genre de choses. Donc ça vous donne une idée de la matière entre quelques tailles, et je ne suis pas quelqu'un qui taille beaucoup, vous avez compris, donc entre quelques tailles que je fais, puis tout ce qui tombe de l'arbre, etc., j'arrive à engranger énormément de bois mort, et ce bois mort c'est une manne précieuse. Donc ça fera 15 ans à la fin de l'année que je suis dans le jardin où je suis. Au début, j'observais une dizaine d'oiseaux. Aujourd'hui, je suis à plus de 70 espèces d'oiseaux, dont 31 nicheuses. 5 espèces de batraciens. Les reptiles, j'en ai quelques-uns, pas de vipères, elles peuvent que être de passage, des couleuvres, oui. Mais tout ça, si je n'avais pas mis en place entre les haies et ce bois mort, je n'aurais pas tout ça.
Donc si chacun y met du sien dans le jardin, au fur et à mesure, en fait, vous allez créer un petit parc ou une réserve naturelle au pas de vos portes. Qu'elle fasse 100 mètres carrés ou que ce terrain n'en fasse que 1000 ou 5000, ça aura son intérêt. Vous pouvez agrémenter avec un joli rosier sauvage, avec une vieille bûche et puis quelques tas de bois. Alors, on verra le livre après. Le dernier, j'ai utilisé ces branchages et dans le livre, je montre la souche ou un arbre, notamment avec le lierre, avec les espèces, où est-ce qu'ils se trouvent et pourquoi ils vont là. Ça donne une image très rapide, en fait, de ce qu'il peut y avoir rien que dans ce bois mort. La petite musarine, on en a parlé tout à l'heure, elle se faufile de partout. Alors, il y a plusieurs espèces. Dans le jardin, il peut y avoir la Crocydure musette, il peut y avoir la musarine des jardins, la musarine, la leucotte, il y en a plein d'autres. Si on descend plus au sud, on aura, il peut y avoir également la musarine pygmée. Il y a plein d'espèces différentes suivant les régions ou les endroits auxquels on habite. Là, on est à l'exemple frappant de ce que je disais tout à l'heure, l'interaction qu'il va y avoir entre le végétal, l'animal et entre les animaux eux-mêmes. Là, on est sur la strate basse d'une haie, où bien évidemment, où moi j'accentue son ossature de vieillesse en y plaçant une vieille souche qu'un voisin ne veut plus, ou une vieille branche qui est tombée d'un de mes vieux arbres. Et donc je vais compléter ma haie avec du bois mort ou mes tailles, et ça va donner ça. Donc vous pouvez des fois avoir des spectacles étonnants entre des insectes, des oiseaux, des mammifères, là, entre un rouge-gorge et un mulot à collier. La senteur mouchesse, vous en avez parlé tout à l'heure, donc c'est vraiment un traîne buisson par excellence, il passe souvent inaperçu, un insectivore, il a besoin, c'est fondamental pour lui, c'est pour ça que je l'appelle un traîne buisson, c'est vraiment entre le bois mort et la strate basse de la haie, tout ce qui va être petit buisson bas, avec ce bois mort, c'est son milieu de prédilection. Il va y trouver le gîte et le couvert. Donc. Le troglodyte million, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais à nouveau, donc ce petit troglodyte pareil, très inféodé au beau. Les tas de bois que vous avez vus sur les images précédemment, voilà, ils sont présents dans mon jardin dedans, chez les oiseaux. Carabe, on en a parlé tout à l'heure, en voilà un. Alors il a un nom particulier, on l'appelle le Procruste chagriné, d'accord, ou carabe chagriné. Et lui, c'est à peu près gros comme mon pouce, hein. Et c'est vraiment un gros mangeur. Les arts des murailles, notamment. Il aime bien les pierres, mais les tas de bois sont évidemment colonisés également. Hein, et donc, il peut être également d'une source intéressante parce que lui, il va chasser des insectes qui ne vont pas être spécialement à l'intérieur. Il adore se faufiler à l'intérieur. Il y a le lézard agile aussi, suivant les endroits où on est, mais il est moins commun. Et donc, autrement, il va chasser plutôt des insectes qui viennent, qui volent et qui vont se poser, parce qu'ils recherchent la chaleur du tas de bois, qui vont se poser dessus. Et là, il sera là pour les chasser, en fait. Je pense aux diptères, notamment tout ce qui va être mouche. D'où l'intérêt du bois mort également pour certains reptiles comme les lézards. L'orvet, on en a parlé tout à l'heure. Vieille souche, tas de bois identique. Vous pouvez avoir des insectes neutres, c'est le cas des gendarmes. Hein. Eux, ils n'ont... Alors c'est bien, j'adore ce genre d'animaux parce qu'on peut rien leur mettre. J'ai horreur du mot nuisible et j'ai horreur du mot utile. Parce qu'en fait, il y a toujours une utilité dans le nuisible et du nuisible dans l'utile dans la nature. C'est juste une histoire d'équilibre. Et donc ces oiseaux, ces insectes, ces petits coléoptères, ils sont neutres. Mais par contre, ils servent de manne à différents animaux. Voilà. Ouais. Alors, ce bois va être colonisé, on a vu tout à l'heure, des champignons. Le lierre, on en a parlé, d'où l'intérêt de ce lierre.
La petite aparté, c'est que ce lierre va avoir son importance parce que c'est une plante qui non seulement va maintenir l'arbre, hein, mais en plus de ça, ce n'est pas une plante parasite comme le gui, ça n'a absolument rien à voir. Elle maintient l'arbre. C'est comme une canne, hein, j'insiste là-dessus. Mais l'autre intérêt, c'est que c'est une des rares plantes qui va fleurir en fin de saison, c'est-à-dire novembre. Donc pour la pollinisation, et notamment pour des insectes comme les bourdons, hein, qui ont besoin de prendre de l'énergie pour passer l'hiver, eh bien, ça va être une plante intéressante, qui va ensuite faire des baies très longtemps dans l'hiver également. Tas de bois tout simple, une taille, d'accord ? Ça, c'est des tailles notamment d'arbres têtards. D'accord ? Donc la taille d'arbre tétard, je ne l'ai pas abordée, je l'explique dans le livre, va avoir son intérêt parce que c'est une des rares choses que l'homme a su faire en harmonie avec la nature et en plantant des haies, mais dans le système bocager d'autrefois. Voilà. Moi qui ai eu la chance de voir des forêts primaires, notamment la forêt primaire de Bialowieza, de parcourir différents bocages un peu partout en France et ailleurs, mais voir comment les interactions qu'il y a, c'est une des rares choses que l'homme a su mettre en place, en harmonie et en juste équilibre. C'est pour ça que je vous invite à faire de même dans votre jardin, parce qu'en créant des haies à l'image bocagée d'autrefois, vous aurez non seulement des visions d'antan, mais une riche biodiversité. Ça protégera aussi bien le potager, d'autres cultures, certains arbres. En fait, tout se met en équilibre. Et on peut avoir la chance d'avoir l'hermine. Et l'hermine, comme sa cousine la belette, avec sa forme filiforme, c'est une hyperactive. Elle a besoin toujours de bouger. Parce que comme elle est allongée, notamment en hiver, elle perd énormément de chaleur. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'être active. Elle va être active pendant 1 ou 2 heures, et après elle se repose et elle dort. Donc elle a besoin de tas de bois pour pouvoir s'abriter à l'intérieur. Ça peut être un tas de cailloux également. Mais elle a besoin de ça. Elle a horreur de l'humidité comme sa cousine la belette. Par contre, l'intérêt, comme elles sont filiformes, elles perdent peut-être une intensité, mais ce sont les seuls animaux qui sont capables de rentrer dans les galeries de campagnols, entre autres le campagnol terrestre, qu'on appelle le râteau-pied, hein, ou le campagnol à graisse, ou le campagnol des champs, et également dans les galeries de mulots. Donc elle limite les populations. D'où le juste équilibre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je touche du bois. Mais... Pour accentuer les choses, le tas de bois, c'est une chose, mais pour mettre en avant et avoir ces résultats, ben vous pouvez créer ça, c'est un gîte à hermine. Moitié plus petit, c'est la même chose pour la belette. Et on met ça au pied des haies, ou sous un tas de pierres, ou sous un tas de branchages. Là, c'était le début. Hein. Donc aujourd'hui, il est complètement envahi, mais voilà, j'ai la chance d'avoir ça. Des fois, on peut avoir d'autres visiteurs à l'intérieur, mais ça peut attirer l'hermine. Voilà, aujourd'hui, Cette hermine, donc, c'est une chasseresse. Elle est capable d'être funambule sur les barbelés. Et elle va donc chasser, ce que je vous disais, campagnols, mulots, mais pas que, mais entre autres. L'hiver, c'est là que c'est intéressant pour le jardinier, que nous pouvons être. Elle va aller dans les galeries profondes des campagnols pour les choper. Donc le juste équilibre se fait à toutes les saisons. Piquet-pêche, on l'a vu tout à l'heure, ce bois mort va avoir un intérêt pour lui. Sur ce bois mort aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va s'en servir comme forge, un peu à la manière de la citelle, que je vous ai parlé tout à l'heure. Cette forge, en fait, il va y venir y placer par exemple une noix qu'il a trouvée, il va l'éclater, ça peut être une noisette aussi, il va l'éclater, il va en manger l'amande qui est à l'intérieur, il repart, il va en chercher, il revient, il coince sous son ventre celle qu'il a amenée, il éjecte l'autre qu'il a mis avant, il replace l'autre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai des forges de citelle-torche-peau, de piquet-pêche, jusque dans mon jardin. Parce qu'ils ont pris leurs habitudes, et mes vieux arbres servent ça, ou une vieille branche que j'ai mis dans la haie va servir de forge, si ça lui convient. Là, tout à l'heure, même souche,
Mais au lieu d'être une mésange charbonnière face au piquet pêche, eh bien, c'est une mésange noire. Alors, cette petite mésange noire, elle adore le bois mort, hein. La mousse également, et le lierre. Donc, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous combinez ça, ça fait partie des mésanges que j'ai nicheuses au jardin, qui n'y étaient pas avant que j'arrive. Mais en continuant, maintenant, elle aime bien les conifères, et elle nichera jamais haut, en dessous les 2 mètres. Et je l'ai vu nicher jusque dans des trous de mulots et de campagnols, donc au sol. J'ai fini ? C'est la fin. Alors, pour compléter, on va passer aux questions. J'ai préféré vous montrer ce qu'il est possible que vous ayez dans votre jardin si vous mettez en place ce bois mort comme il faut, si vous plantez les haies comme il faut, si vous créez des mares naturelles, etc. Tout mon travail, les différents livres que j'ai faits à Terre Vivante sont dans ce sens-là. La vie secrète de ma mare, j'aménage ma mare naturelle, comment je nourris les oiseaux en hiver. C'est pas seulement les graines, vous avez compris, si vous plantez une haie, ça va être des arbustes à baies. Donc ça, c'est vraiment nourrir les oiseaux. Hein. Et on les aide avec des graines seulement l'hiver en période de froid intense. Sinon, comme j'ai des copains, ils me disent « Ouais, moi j'adore les oiseaux, je les nourris toute l'année. » Mais non, vous faites une erreur. Parce que pendant ce temps-là, ils ne chassent pas ce qu'ils doivent chasser. Donc, puis aujourd'hui, c'est un business, le nourrissage des oiseaux. Il faut aller contre ça, c'est pas ce qu'il faut. Par contre, si vous plantez une haie, si vous laissez du bois mort, si vous accentuez ça, vous allez protéger beaucoup mieux les oiseaux. Et vous allez aller vraiment dans leur sens de leur régime alimentaire et sur les proies auxquelles... La petite parenthèse, ce bois mort notamment, sur les arbres en hiver, et notamment ça va bientôt commencer, à l'automne, vous allez avoir tout ce qui va être phallène, bombix, etc. Les mâles volent, les femelles sont aptères, elles n'ont pas de feuilles. De feuilles, oui. C'est moi qui... Elles n'ont pas d'ailes. Et donc, en n'ayant pas d'ailes, elles vont ramper et se cacher sous les écorces des arbres. D'accord ? D'où l'intérêt de protéger le bois mort, puisque si on crée un juste équilibre, dans le jardin, il y aura les mésanges et d'autres oiseaux qui, pendant l'automne, viendront chasser ces femelles, limiteront les populations, puisque tout ce qui est phallène et bombix sont, entre autres, ce qu'on appelle des indésirables dans les fruitiers. Donc l'équilibre se fait. Donc mettez en place ce bois mort. Moi, j'ai inventé des choses, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre. Vous verrez, j'ai parlé des arbres trognes. J'ai mis en place ce que j'appelle des murets de branchage, avec des pas à pas. Donc, ce que vous avez vu sur le côté de ma haie, je le fais en mieux. J'ai même fait un Stonehenge en cercle, parce que le cercle a quelque chose d'énergétique. Et donc, où j'ai cette riche biodiversité. Donc, je complète toujours et j'innove. Je réfléchis et j'innove. Alors, avez-vous des questions ? Par qui je commence ? On dit priorité aux dames ? Quand vous parlez des... Merci. Quand vous parlez des gros arbres qu'il ne faut pas couper, avec qui il peut y avoir des gros trous dedans, ouais. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des petits frelons qui s'installent ? Parce que moi, j'ai eu le cas. Ouais, mais les frelons font partie. Je les ai eus, moi, cette année aussi, ils m'ont même piqué. Mais il faut... on va dire que c'est la piqûre de rappel. C'est bien que vous me parliez de ça parce que tout ce qui va être, en fait, tous ces insectes piqueurs sont d'une grande utilité. On oublie le rôle qu'ils ont à jouer dans la nature qui est phénoménal. Alors, je ne parle pas du frelon asiatique. On le met à part. C'est différent. Lui, OK, faut le réguler, etc. Mais le frelon européen, je donne l'exemple, terrasse, ma compagne sera là pour vous le dire. Sur ma terrasse, j'empile du bois mort, même sur ma terrasse. Mais d'une façon esthétique. Je n'ai pas mis de photos, vous auriez vu, c'est très esthétique. Donc j'ai une souche. Et cette année, les frelons ont décidé de faire leur nid dans cette souche. D'accord ? J'ai laissé faire au début, mais c'est venu très rapidement. J'ai trouvé une solution grâce à quelqu'un que je viens de voir qui est dans la salle. Je lui ai dit, je ne vais pas pouvoir laisser ça parce qu'en fait, le frelon, il ne vous fait rien. Sauf si vous passez dans l'axe où il passe en vol.
Il est moins agressif qu'une guêpe. Son réflexe, c'est il vous tape, il pique. Oui. Donc il faut vivre avec, mais savoir. Alors, je finis, puis je reprendrai ce que vous m'avez dit. Le marc de café sec qu'on brûle, d'accord ? En 2 jours, les frelons sont partis de ma souche et ils ont été refaire leur nid dans mon nid de chouette-hulotte. Oui. Donc, Moi, mon problème, c'est bon, les frelons sont utiles, je vous comprends. Moi, j'ai des arbres fruitiers. ouais, normal. Oui, mais les fruits, les frelons, ils s'en occupent. Oui, Les poires, normal. les pommes, enfin, ils me font de gros dégâts. Alors, comment je vais expliquer ça ? C'est très compliqué. On est dans un sujet très important que personne ne parle. L'être humain se positionne, on va dire, comme un être suprême. Il ne donne jamais, il ne fait que prendre. On en est là aujourd'hui. On en est là et il faut qu'on réapprenne à penser autrement, à voir autrement. Je vous comprends dans ce que j'ai été comme vous. Et puis en fait, non. Il y a un moment où il faut lâcher prise et où il faut se dire qu'est-ce que je fais exactement ? Qu'est-ce qui est le plus important pour cette planète Terre, pour nous, aujourd'hui ? Eh bien, je pense que c'est de voir notre vision autrement. Moi, ça fait 43 ans exactement que j'observe la nature. J'ai vu des choses extraordinaires qu'on ne soupçonne même pas, parce que c'est souvent l'extraordinaire et dans l'ordinaire. Et ces frelons, je les ai vus faire. Je me dis, mais même les limaces, si vous tombez un jour sur un accouplement de limaces, vous ne verrez plus les limaces de la même manière. Il y a quelque chose de magique, d'extraordinaire. Et on fait partie de ce vivant. On en fait partie. On est une espèce parmi les autres. Et il faut que notre regard se mette autrement aux choses. Et qu'on arrête de prendre et qu'on donne. Ce que j'ai fait dans le jardin, je peux le dire, la quasi-totalité de mes petites baies, tous mes amélanchiers, mes aronias, j'ai rien mangé. Ils m'ont tout bouffé. Vous savez pourquoi ? La canicule qu'on a eue, mais ils m'ont même mangé des choses avant qu'elles soient mûres. Mais ça, c'est normal. Donc, en fait, on est peut-être... Enfin, moi, je vois dans le jardin, je suis peut-être en train de rééquilibrer quelque chose. L'homme s'est toujours servi. On est dans le désir d'être autonome avec son jardin, etc. Oui, mais il faut laisser une part à la nature. Alors, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, on pourra en discuter. Je vous invite à venir visiter mon jardin. Il faut, à un moment, si on donne, on va recevoir, et on aura une part. Et on en revient à un mot qu'on ne parle pas beaucoup, c'est ma sensibilité qui me fait dire ça, mais tout est une question d'amour. Aujourd'hui, on en est là, on a oublié, en fait, que c'est si vous êtes avec quelqu'un, à partir du moment où vous vous aimez, vous avez envie de protéger. Avec la nature, c'est la même chose. En apprenant à connaître, on comprend. Quand on comprend, on aime. Et quand on aime, on protège. Et quand vous observez ça, vous vous apercevez que, waouh, allez, je vais donner un peu plus. Je donne, je vais, au lieu de planter 2 arbres comme ça, je vais en planter un supplémentaire. Et celui-là va permettre aux animaux de se servir. Et les frelons, bien sûr, les guêpes, entre autres. Les adultes font ça. Mais par contre, pour nourrir leurs larves, ils vont aller chasser des insectes beaucoup plus gros qui, eux, vont permettre aux fleurs des fruitiers de pouvoir se polliniser. Et tout est comme ça. Vous avez une micro-guêpe, un amphibius, on appelle ça. J'en avais parlé avec Blaise Leclerc dans des auxiliaires dans mon jardin, dans un livre auquel on a travaillé ensemble. Blaise est un ingénieur agronome, on a bossé ensemble sur ce sujet-là. Et donc j'avais réussi à photographier des amphibius. C'est une micro-guêpe. Et cette micro-guêpe, en fait, elle est d'une utilité étonnante pour tout le reste de la chaîne alimentaire.
Donc, le frelon, c'est pareil. Ils vont avoir un rôle à un moment donné qu'on ne soupçonne pas. Mais il faut qu'on arrête d'avoir notre vision, parce que je le constate tous les mois, tous les ans, avec des gens qui viennent visiter mon jardin, ou quand je fais des conférences, où des gens me parlent, oui, mais ceci, mais oui, mais c'est notre vision, voir les choses autrement, parce que sinon on n'avancera pas. En 40 ans, voire 60 ans, je trouve qu'on n'a pas avancé. Alors, pour terminer, oui. Il faut que j'arrête de mettre des pièges à guêpes et à frelons. Si vous voyez ce que je récupère dedans, avec de la bière et de l'eau, si vous voyez ce qu'il y a dedans. Oui, ben oui. Alors, vous pouvez limiter. De la bière pas chère. Vous pouvez limiter, mais en fait, moi je me suis inspiré, en fait je suis un observateur avant tout. C'est pour ça que je vous disais, vous arrivez dans votre jardin et tout, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de rien faire pendant au moins 1 an. Vous observez seulement. Vous prenez plaisir à prendre contact avec votre jardin. C'est comme quand vous allez vous promener en nature. Je ne vais pas en nature pour faire le sommet de trucs. Il y a tellement de choses à voir entre le sommet et mon point de départ. C'est qu'en fait, j'observe. Et je reprends contact avec ce vivant qui nous entoure. Et j'en fais partie. Je m'émerveille. Je garde mon regard d'enfant quelque part. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire ça. Et moi, j'en apprends toutes les semaines. Encore hier, je me suis dit, mais j'y crois pas. Avec une guêpe, entre autres. La guêpe mexicaine, personne n'en parle. Elle est présente depuis depuis même 44, je crois. Mais on va dire début des années 50. Elle était limitée à certains endroits. Et en fait, c'est une spécialiste pour choper les criquets, les sauterelles, etc. Elle nous est arrivée d'Amérique du Nord, à l'origine. Personne n'en parle. Avec le réchauffement climatique, elle est en train de, depuis le début des années 2000, toc, toc, toc. Et dans les rainures de fenêtres, notamment, on est capable de trouver ces nids d'herbes. Et ce qui est marrant, c'est ce que je viens d'apprendre, parce qu'on m'envoie des courriers, des photos, des choses et tout, et donc, en fait, elle a l'air de se spécialiser sur le méconème, qui est une sauterelle, mais qui est également une invasive. Donc, que ce soit la guêpe mexicaine ou ce méconème, on est en présence de 2 envahisseurs. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Les 2 sont en train de se rejoindre et sont en train de créer une nouvelle chaîne alimentaire. Ils sont en train de s'équilibrer, en fait. Et c'est ce qui se passe dans la nature. Et si on laisse faire les choses, on prend un exemple tout simple. On parlait des frelons, c'est la même chose. Les pucerons. Les pucerons, tout simple. J'ai eu des visites de jardin, donc notamment une grand-mère que j'en ai encore le visage dans la tête, qui, à un moment dans la visite du jardin, me demande « Montrez-moi une larve de coccinelle ». Pas toujours facile à trouver, je lui en ai trouvé une jumente. Elle devient blanche comme un cachet d'aspirine. Bon, c'est pas le bon exemple, cachet d'aspirine, mais bon, comme un petit fantôme. Eh bien, elle vient blanche, ça faisait 40 ans qu'elle tuait les larves de coccinelle. Et elle vient de me dire qu'elle était infestée de pucerons. C'est ça Bon, je terminerai. J'ai tellement de fruits que je les laisse faire aussi. Je veux pas tout manger. Il y avait une autre question là, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà, moi c'était juste de voir comment vous conciliez le jardin de culture avec les insectes. Ouais. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. Gilles, tu as 10 minutes. Hein. J'ai 10 minutes. Bon. Ça va être long. Je suis comme la citelle, je suis loquace. Mais donc l'intérêt de comment dire pour la culture, c'est simple. En fait, j'ai sorti 7 fondamentaux de mes observations que j'ai faites depuis plus de 40 ans à l'image de la nature qui vont avoir une importance fondamentale. La première, c'est la strate arborée. J'en ai parlé aujourd'hui, tout ce qui va être vieux arbres. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un jardin pour compléter ces vieux arbres, des haies et des bosquets ? Ensuite, il y a tout ce qui va être arbres morts, branchage, état de bois, le sujet de ce qu'on a, de mon dernier livre et ce qu'on vient de parler. Ensuite, vous avez tout ce qui va être strate herbacée. La strate herbacée va avoir une importance énorme, notamment au pied des haies. D'accord ? Donc il va y avoir les pelouses, les prairies et les friches. Il faut les 3 stades. S'il n'y a pas les 3 stades, il n'y aura pas l'équilibre. C'est ce qui se passe dans la nature.
On a vu tout à l'heure, le pivert, il vient chasser les fourmis sur la partie basse. D'accord ? Sur la partie prairie, ce sera la pollinisation, parce qu'il y aura des fleurs et des choses comme ça qui viendront par différents insectes, etc. Mais pas que, hein. Je limite rapidement parce que j'ai que 10 minutes. Et puis ensuite, vous avez les friches, dans lesquelles il y aura des araignées, on n'en parle pas, ce n'est pas des insectes, hein, c'est à part. Hein. Il y aura les araignées, mais il y aura également les sauterelles, les criquets, ce qui est le cas également dans les pelouses suivant les espèces. Tout va se jouer avec un équilibre. En fait, pour parler du potager, une des premières choses à faire dans le potager, c'est créer le fouillis végétal. Le fouillis végétal, c'est la base même de l'équilibre dans la nature. Plus il y a un fouillis végétal, plus il y aura de biodiversité. C'est-à-dire, vous aurez les proies et les prédateurs. Il y aura, on va dire, j'aime pas ce mot-là, comment dire, ceux qu'on considère comme indésirables, hein, etc. Et puis il y aura ceux qui vont les chasser. Mais il y aura toujours le juste équilibre parce qu'il y aura toujours le prédateur pour. Et ainsi de suite. D'où ces jardins de moines, ces jardins de curés qu'on a pu voir, ces jardins d'antan chez les mamies qui étaient très fleuris, avec les légumes qui étaient mélangés, les plantes compagnes, etc. Tout ça a un intérêt jusque dans le jardin. Donc ça, c'est la première chose, également dans le jardin. Ensuite, il faut les points d'eau, d'où les mares naturelles. C'est le seul milieu aquatique facile à mettre en place dans un jardin. C'est la mare naturelle. Qu'elle soit grande ou petite. Vous avez un petit jardin, au lieu de faire une grande mare, vous en faites 2 toutes petites. Moi, j'ai 9 points d'eau différents. Ça va de l'évier recyclé à une mare plus grande. Ils ont tous leur intérêt. Donc, en fait, c'est créer les relations comme vous avez pu voir. Et donc, ces murets de branchage, j'ai ceinturé, une des dernières choses que je suis en train de faire, d'où le sujet du livre, j'ai ceinturé mon petit potager de murets de branchage. Et aujourd'hui, donc j'ai fait ça, on était en mars 2021, enfin fin d'hiver, mars 2021, avec mes tailles d'arbres, etc. Aujourd'hui, je peux commencer à cultiver même sur ces murets de branchage. C'est ce que j'explique dans le dernier livre. C'est-à-dire que j'empile de bois mort, comme pour un compost. D'accord ? Sur ce bois mort, je mets un paillis de feuilles mortes, assez épais, et par-dessus le paillis de feuilles mortes, je mets de la paille. D'accord ? Donc, au bout de 2 ans, là, je commence à avoir, là, je vais avoir les courges qui peuvent partir. Je fais des essais. J'avais une rhubarbe qui était morte. Avec ma compagne, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Tiens, je vais la tenter, je vais la mettre là. Elle est repartie. Dans ce muret de branchage. À moitié, muret de branchage, ensuite un lit de feuilles mortes et tout. Le reste, dans le jardin, j'empile mais ce grand cercle que j'ai fait en muret, qu'on a fait, parce que sinon on va me faire tirer les oreilles, ce grand, dans quelques temps, il pourra me servir de planche de culture. Et il va peut-être accueillir au centre la moitié en potager et le reste en prairie fleurie. En fait, c'est créer des choses à l'image de la nature, mais le plus possible à l'image de la nature, pas en faisant ce qu'on a envie de faire, où on va choisir un arbre parce qu'il nous plaît. Non, on choisit un arbre qui va avoir un intérêt pour la biodiversité. Moi, je vais même plus loin dans mon travail, où ce que j'ai pu voir à l'étranger, en m'apercevant que certains arbres qui étaient à l'étranger, pour ça, des fois que je me bats avec d'autres naturalistes, où, en fait, je m'accorde 15 à 20% d'espèces qu'on peut dire exotiques, mais ces arbres, ils ont un intérêt pour la biodiversité et ils sont adaptés au climat ou à la région dans laquelle je suis. Et puis tout va être bouleversé, tout va changer. Parce que s'il y a une modification climatique, des êtres qui étaient à un endroit, ils vont être supplantés par d'autres et puis ça va monter plus. Donc il faudra réguler. Mais ça, c'est important de penser à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Ouais, c'était juste le moustique tigre. Ah, alors le moustique tigre, j'allais vous dire, créer des mares naturelles. Parce que, mais en fait, on va à l'inverse du problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le moustique tigre est à part des autres moustiques. D'ailleurs, il ne va jamais vous piquer là, ça montera pas plus haut que la cuisse. Il est toujours sur une partie basse. Et puis sa manière de reproduction va être différente également. Par contre, en créant des mares, vous allez créer des prédateurs pour. Puisque la mare naturelle sera toujours plus riche sur la même surface que le plus beau parterre fleuri qui existe. Parce qu'il y a une vie au-dessous de l'eau, sur l'eau,
et en haut de l'eau. Et donc sous l'eau, vous allez avoir entre autres les larves de libellule, les larves de dithyque, qui sont des gros mangeurs de larves de moustiques. Dès qu'il y a un moustique qui passe, vous pouvez avoir un oiseau qui vient le choper au moment où il est à boire, une grenouille, même un triton. Mais vous allez avoir aussi des insectes comme le cheval d'eau, ce qu'on appelle le géris, de son vrai nom, hein, qui lui se déplace, dès qu'il y a une chose qui tombe, pof, il vient le capturer. J'ai même dans un de mes bouquins le géris qui capture le moustique. Et donc vous avez également sous l'eau la notonecte glauque, qui est une punaise aquatique, en fait, qui en fait se déplace à l'envers, sous la surface de l'eau. Et elle, vous pouvez faire le test, vous faites une mouche, elle tombe dans l'eau, pop, elle va venir tout de suite, clac, et elle capture. C'est comme s'il y avait une onde. Tout est énergie, en fait, dans la nature. Et donc, c'est ça l'intérêt. Donc, si chacun d'entre nous, on met ça bout à bout, mais il y a encore du boulot. Mais ça va permettre d'avancer et voir les choses autrement. Ça va permettre, on est en train de mettre des choses en place, mais là, c'est pas le... Je repars sur un autre projet plus ambitieux. Il y en a même 2 plus ambitieux, mais il faut que ça avance, donc il faut que je continue. En fait, c'est pas individualiste. Il faut penser à soi en tant qu'espèce parmi les autres, en réfléchissant et protégeant localement avec une pensée globale à l'image de la Terre. Donc on a tout à réapprendre. Mais il y a une part de moi, je suis ému en disant ça, je veux laisser de belles choses aux générations qui viennent. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et on peut tous le faire. Et je vous invite à le faire. Oui ? Oui, moi, je voulais parler du lierre. Ah, alors dites-moi. Eh ben moi, le lierre, pour moi, c'était une plante qui étouffe les arbres. Eh ben non. Le pire, c'est que c'est là qu'on voit que les travaux ne se mettent pas en place il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a des conseils généraux, ce qui n'a pas été le cas de l'Isère. Ils ont travaillé sur autre chose, notamment le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ils ont sorti des plaquettes sur le lierre. Parce qu'eux, ils avaient déjà pris conscience. Mais pourquoi les autres n'ont pas fait pareil ? Vous vous posez des questions. C'est parce qu'en fait, personne, puis alors avec tout ce qu'on nous pond, personne ne correspond. Donc en fait, il faut... le lierre est d'une utilité fondamentale dans la nature. Fondamentale. C'est une des plantes qui va certainement même survivre parce qu'elle est adaptable. Oui. Non seulement elle est grimpante, mais elle est également courante. Le seul problème du lierre, c'est que s'il prend, par exemple, si elle prend trop la place sur un vieux mur, et s'il s'immisce dans un mur, ça va écarter les pierres. Oui. C'est le seul bémol à cette plante. Donc il faut le savoir. Mais à partir du moment où on le sait, et même on parle de vieux murs, donc si on le laisse envahir un vieux mur, en fait, il va maintenir l'ossature. Donc, il faut prendre le pour et le contre. Ouais. Mais pensez, allez, je donne. Et je ne prends plus. Parce que le problème, je l'ai encore vu avec un voisin dernièrement. Je donne l'exemple parce que ça m'a... Un vieux merisier qui était au-dessus, qui faisait une arche avec mon jardin. Alors c'est un voisin tout récent, il n'était pas là avant. Eh ben, il a voulu couper ce vieux merisier dans lequel nichait un piquet-pêche avec des loges pour les chauves-souris. En plein mois de juin, pleine canicule. J'ai essayé de le convaincre, ça n'a pas marché. Il l'a battu. Il n'a même pas vu le piquet-pêche s'envoler au moment où il y avait le... Et l'arbre, il est couché. Alors il est mort de chez mort. Mais il me maintenait qu'il était mort, alors qu'il était un peu comme moi, il était naissant. Et il y avait encore plein de merises dessus. On en est là aujourd'hui. Et donc avant de faire quoi que ce soit dans un jardin, observez, appréhendez-le, un terrain que vous avez, même un tout petit bout de terrain, même votre terrasse, même votre balcon en ville. Et qu'on arrête de penser, alors ça c'est le message que je donne, j'ai un fils qui est architecte. Donc arrêtons de penser les villes avec un végétal à la verticale. Il y a l'horizontal aussi qui est important. Et on pense qu'au bord d'immeubles avec des choses qui grimpent dessus. Mais ça ne peut pas fonctionner.
Le végétal ne peut fonctionner en harmonie et en accord avec le reste que s'il est pensé sur la verticalité et l'horizontalité. D'où l'intérêt d'une haie. Parce qu'il y a la verticalité et l'horizontalité. La haie, c'est ni plus ni moins une mini-forêt en linéaire. C'est la même chose. D'où l'intérêt de la mettre dans son jardin. Alors, je pense que Gilles, on va prendre la dernière question de madame. Et puis, je vous inviterai, si vous souhaitez échanger encore avec Gilles Leblay. Il va rester à proximité, il va pouvoir signer, dédicacer les livres à l'extérieur, je crois, du coup. Oui, je crois qu'on va être à l'extérieur. Ouais. Voilà. À moins qu'ils ont mis là, je sais. Non. Bah oui, mais je pense qu'elles se sont installées à l'extérieur. Je pense qu'elles se sont installées comme il faisait beau. On s'est dit, ça sera aussi bien, on sera... Et puis, on va donc accueillir cette dernière question. Et puis, j'espère que tout ça vous aura donné de belles idées. Oui, je n'ai pas fini, ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est comme j'étais... Ouais. Ouais. Alors, c'est lié, alors ça dépend de la situation du jardin. Et puis, souvent, par ces périodes de chaud, il y a des choses qui se passent. Et entre autres, c'est les gens... C'est moi qui... Excusez-moi. On laisse sonner. Je croyais l'avoir coupé. Et donc, l'intérêt, c'est de... En fait, ces animaux, avec la chaleur, ils aiment bien être, par exemple, au pied de vieux arbres. D'accord ? Et dans la partie qui va être éclairée. Hein, avec de la mousse ou pas. D'accord ? Et donc, l'intérêt de... mais ils vont avoir leur utilité aussi parce qu'ils vont servir de proie à autre chose. Mais généralement, s'il y en a beaucoup, c'est que moi j'en ai. Hein, mais s'il y en a trop, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il manque quelque chose quelque part. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre, mais ça faudrait que je vois, faudrait qu'on en discute autrement. Et puis pour répondre à la fin de alors je sais plus où j'étais au mares naturelles, hein, donc les mares naturelles. Ensuite, vous aviez tout ce qui est lié à l'habitat. D'accord ? L'habitat, ça peut être la maison, mais ça peut être le cabanon de jardin, les toilettes sèches, ça peut être une vieille ruine, un vieux mur. Hein, tout ce qui va être minéral ou en bois, en fait construit, va avoir son intérêt également pour la biodiversité. Dans un jardin, forcément, c'est encore plus qu'en pleine nature. Donc ça, c'est important. Et puis, indissociable, alors j'en ai dit 4, j'en ai peut-être oublié un. On est à 5, donc j'en ai oublié un quelque part à un moment. L'autre, c'est lié en fait à aux cultures. Donc dans un jardin, c'est le potager lié intimement au compost. Pour moi, il n'y a pas de potager sans compost. Voilà. Et les branchages et bois morts, en fait, sont en lien direct avec ça aussi. D'où mes murets de branchage jusque dans le potager, voire 2 vieux saules en entrée taillés en trogne. Enfin, tout a son intérêt et est fait dans le même sens, en fait. Alors pourtant, j'ai dit tout ce qui était arboré au départ, les haies et les bosquets. Ensuite, j'ai parlé des vieux arbres avec les tas de bois. On a parlé des mares. Vous avez peut-être oublié de noter la strate herbacée. C'est peut-être la strate haie-bosquet. Oui, les haies et bosquets. Ouais. Pour compléter les vieux arbres, en fait. Gilles, on te remercie pour cette conférence. C'était avec grand plaisir. Je suis désolée, madame, je vous laisserai à la limite voir avec Gilles Leblay, peut-être autour de la table, puisqu'on a besoin de la salle et puis que le reste des événements puissent se dérouler. Merci à tous pour votre attention et puis on se retrouve tout à l'heure à partir de 13h pour d'autres conférences. Merci.